Voilà, on va essayer de respecter le timing. Donc, on ouvre ce symposium qui est donc consacré aux soins de support, donc accompagner le patient, l'importance des soins de support. J'accueille le professeur Jean-Philippe Spano, qui est oncologue donc à la Pitié-Salpêtrière, et également Christophe Bardin, que je ne présente plus. Et nous avons également deux associations différentes. Madame Guéraud, alors attendez, chez mes petites fiches, voilà, Madame Laure Guéroux, qui est au niveau de l'association Patients en réseau, et Madame Nathalie Savario, qui représente l'association Life is Rose. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Jean-Philippe Spano. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et merci donc de pouvoir en effet mettre en avant aujourd'hui un parcours patient avant tout et au centre de ce parcours patient le rôle important d'un certain nombre de professionnels qui vont intervenir dans la prise en charge globale des patients au-delà du traitement spécifique et qui vont, dès le diagnostic, je dirais, maintenant participer donc à cette prise en charge en implémentant ce qu'on appelle alors les soins de support ou les soins de bien-être également. Alors il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la définition entre soins de support et soins de bien-être. Et on va essayer donc un petit peu ensemble et avec vous de faire un point sur cette nouvelle approche. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, au niveau même des plus hautes instances, au niveau même du ministère, cette approche globale du patient avec donc l'implémentation des soins de support et des soins donc de bien-être a été donc validée, si je puis dire, comme étant essentielle. Alors il est clairement établi depuis bien longtemps que la prise en charge d'un patient atteint de cancer doit être dès le diagnostic multidisciplinaire et elle doit être globale avec au centre bien entendu le patient mais tout un nombre d'acteurs qui vont intervenir, tout un nombre de professionnels que ce soit à l'hôpital ou en ville qui vont intervenir et ça peut bien entendu aussi concerner aussi bien les paramédicaux, les médicaux et bien sûr vous en tant que pharmacien. Surtout ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi toute la réflexion sur l'accompagnement des patients tout au long de leur prise en charge, mais aussi au-delà de leur prise en charge, de ce qu'on appelle donc après le cancer. Alors, on m'a demandé de parler un tout petit peu de l'expérience de la Pitié-Salpêtrière, où depuis donc l'existence du service depuis plus de 30 ans, on s'est intéressé très tôt justement à la prise en charge globale du patient et à assurer en tout cas du mieux qu'on puisse la qualité de vie. Et donc depuis très longtemps au sein du service, on peut proposer donc aux patients gratuitement un certain nombre de soins, ce qu'on appelle des soins de bien-être, et je vais y revenir. Et aujourd'hui, il est clairement établi aussi que, j'en parlerai à la fin, les médecins, les pharmaciens vont jouer également un rôle bien entendu très important, mais aussi les infirmières, et en particulier les infirmières d'annonce, les infirmières de consultation qui peuvent jouer un rôle pivot, central dans la coordination de l'ensemble de ces soins. Donc vous voyez par exemple ici un parcours type du patient qui a été établi en étroite collaboration avec nos infirmières, et vous voyez que ces infirmières vont jouer un rôle aussi dans la coordination entre la ville et l'hôpital et pouvoir promouvoir et rassurer les patients sur le fait qu'il y a nécessité de compétences et de qualité en termes de soins, mais il y a aussi nécessité et compétences en termes de soins de support et d'accompagnement. Et là, c'est là aussi qu'il va y avoir un rôle très important de l'ensemble de ces acteurs en lien avec les associations de patients. Et je suis très heureux de pouvoir être à côté aujourd'hui de nos deux éminentes représentantes parce que tout ceci, bien sûr, ne peut se mettre en place et de manière qualitative au sein de nos différents services que si et seulement si nous travaillons en collaboration étroite avec nos associations de patients et avec les patients. Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est que nous parlons beaucoup souvent de soins de support ou de soins de bien-être pour des patientes atteintes de cancer du sein.
parce que ça a été effectivement également très proactif au départ. Aujourd'hui, je voudrais souligner que ça doit concerner tous les patients atteints de cancer. Et ça, c'est une chose sur laquelle nous prenons beaucoup d'attention à la Pitié-Salpêtrière. Et également, peut-être un jour, arriverons-nous à pouvoir promouvoir et proposer gratuitement ces soins à tout patient atteint aussi, pourquoi pas, de maladie chronique. Alors, depuis donc que j'ai repris la chefferie de service, j'ai essayé de créer un petit peu une coordination entre tous ces soins, également entre tous ces acteurs, et de créer ce que j'ai appelé un petit espace bien-être avec des cabines de soins où les patients vont pouvoir donc bénéficier, vous allez voir, d'un certain nombre, gratuitement, d'un certain nombre d'approches qui vont, si possible, améliorer effectivement leur qualité de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que, bien entendu, ces soins sont gratuits, mais ne sont pas financés, donc en partie aujourd'hui, et donc il faut trouver des mécènes, il faut donc travailler en étroite collaboration donc avec des privés, par exemple, mais je sais que l'hôpital nous soutient énormément pour pouvoir permettre d'établir de manière correcte ces soins de bien-être. Et bien sûr, nous avons conscience que ces soins de bien-être ne... J'ai fini ? Non, d'accord. J'avais déjà fini, mais 10 minutes. C'est le conclave, c'est ça ? On va élire un nouveau pape. D'accord, ok. Et donc, il est clairement établi, bien entendu, que la programmation, la mise à disposition de ces soins se font grâce, bien entendu, à la participation à la fois des acteurs donc du service, mais aussi avec un soutien fort de notre direction, parce qu'il y a une conscience aujourd'hui bien établie que ces soins doivent aujourd'hui faire partie du soin courant. Donc les objectifs, vous le savez, c'est d'améliorer la qualité de vie tout au long de la prise en charge, et je le répète, dès le diagnostic. Et donc, bien entendu, elle va reposer aussi sur l'approche et appréhender les changements physiques liés à la maladie et au traitement, et comprendre mieux le patient, l'adapter et apprendre également comment vivre avec sa maladie. Et ceci, je vous le rappelle, dans un objectif, c'est d'améliorer tout au long sa qualité de vie. Alors, on a sélectionné, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que ça coûte beaucoup, et qu'il faut bien sûr trouver des moyens. Et là, encore une fois, c'est là-dessus dont on va parler, je pense, avec les associations de patients, sur cette inégalité aujourd'hui au sein du territoire de mise à disposition de ce type de soins. Nous travaillons beaucoup sur l'art-thérapie. Vous voyez, voilà un exemple de dessin qui est fait donc par des patients chez nous. Félicia Laridon, qui est une art-thérapeute qui travaille chez nous depuis très longtemps. Donc, les voix en individuel ou organise des ateliers pour l'ensemble des patients. Et je peux vous dire que les œuvres réalisées sont impressionnantes. Et je peux vous dire que ça leur fait un bien fou, puisque le but aussi est bien entendu de déstresser au maximum et de leur faire oublier pourquoi ils sont là. Et souvent, par le biais bien sûr de ces soins, ils nous envoient des messages forts et auxquels on ne peut être que sensible. Et vraiment, je suis très impressionné par le travail aujourd'hui réalisé par mon art thérapeute aux côtés de nos patients, et je peux vous dire que ça apporte un bien fou. Ce que j'ai voulu créer aussi, ça c'est très important, c'est qu'il y ait des liens étroits, une collaboration entre tous ces acteurs qui participent aux soins de support, ou plutôt, je dirais, soins de bien-être. Et on a aussi, bien sûr, la possibilité d'apporter des soins socio-esthétiques aux patients tout au long. Et tout ceci se fait en coordination étroite avec, bien entendu, là aussi, fort de leur expérience depuis 20 ans, la CAMI, qui participe donc au sein de notre espace bien-être. On a ouvert une salle de sport, et il y a une éducatrice sportive qui a des consultations donc régulières, puisque vous le savez, et là c'est clairement démontré scientifiquement que le sport peut améliorer la qualité de vie, voire même la survie de certains nombres de patients. Et donc ça, aujourd'hui, ce sont aussi des efforts au quotidien que nous mettons en place pour trouver les moyens pour pouvoir continuer donc à proposer aux patients la possibilité d'avoir activité sportive, voire danse maintenant. On organise des cours de danse au sein de la Pitié. Alors, à la Pitié, on a un beau parc, ce qui nous permet l'été, bien sûr, de pouvoir en effet y accéder. Et là, Claudia, qui est notre masseuse, et la personne qui s'occupe de tout ce qui est relaxation, travaille aussi en étroite collaboration avec les autres acteurs, et en particulier Félicia, et donc pour pouvoir aussi permettre aux patients. Alors, ils peuvent être pris
en charge pendant leurs soins ou ils peuvent venir de manière individuelle, donc au-delà de leurs soins quotidiens. Et ça, c'est aussi effectivement très important. Et puis j'ai récupéré le département de médecine chinoise avec également une participation là aussi très importante d'acteurs et qui permet donc à l'ensemble des patients du service, mais je le répète aussi des autres services aujourd'hui donc dédiés à la cancérologie, de pouvoir donc proposer tous ces soins à l'ensemble donc des patients suivis à la Pitié-Salpêtrière. Et bien sûr, je sais que d'autres services au sein d'autres hôpitaux de la paix sont en train également de mettre en place cet espace. Alors vous voyez, il y a des créations. Félicia, avec l'aide de patients, a créé cet ouvrage qui est magnifique. Nous sommes à la recherche d'un éditeur, justement. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y a des tableaux réalisés qui sont dignes de maître et en tout cas qui sont plutôt, en général, à caractère extrêmement positif. Alors pour finir, donc, j'insisterai sur un point, je vous l'ai dit, encore une fois, ces soins de bien-être, cet espace dédié aux patients. Il faut aujourd'hui que l'on puisse trouver des moyens, bien sûr, pour que ça continue. J'insiste sur le fait que ça doit être ouvert à tout patient atteint de cancer et non pas limité à certaines patientes. Bien entendu avec encore les moyens qui nous sont attribués. J'ai beaucoup insisté sur les soins de bien-être et non pas sur l'ensemble des soins de support où là, bien sûr, va jouer un rôle très important le pharmacien, l'éducation thérapeutique. Mais pourquoi pas, aujourd'hui, il y a des thématiques comme la nutrition où vous pourriez aussi intervenir. Et puis, comme je vous le disais, nos infirmières d'annonce qui jouent un rôle extrêmement important en association avec nous et les patients et qui pourraient être au cœur de par leur mission justement de la mise en place de ce parcours patient avec des missions tout au long bien entendu de la prise en charge, le plus important étant, je vous le rappelle, d'améliorer la qualité de vie, la fluidité du parcours du patient et donc avec des missions qui peuvent être justement spécifiques à la coordination et elles sont prêtes. Je pense que ça les valorise et elles sont tellement investies que je crois qu'en effet, ça sera un nouveau métier de demain dans la prise en charge globale d'un patient atteint de cancer. Et en tout cas, j'espère qu'on va nous donner, en tout cas, les moyens pour pouvoir continuer. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais enchaîner, peut-être pour une présentation, on va dire, finalement peut-être un peu plus terre-à-terre, hein, mais le but, c'était d'essayer de dérouler finalement tous les points d'impact où le pharmacien hospitalier, hein, globalement, mais je dirais quelques mots sur le pharmacien d'officine, peut avoir, au-delà d'un rôle, je veux dire, optimiser les choses et favoriser, en tout cas, au-delà du parcours patient, ces soins de support. Donc, voilà, j'ai une douzaine de diapos, mais pour un grand nombre de choses sur lesquelles je pense... Voilà. Alors, comme l'a dit Jean-Philippe Spano, mais on ne va pas rentrer dans le détail, c'est vrai qu'il y a un problème un peu de terminologie, même si c'est clair, on va dire, par les puristes, en tout cas, dans la vraie vie, ce n'est pas forcément si clair. J'allais dire, peu importe la notion de périmètre, jusqu'où ça va finalement les soins de support. Bon, on va dire qu'il y a les définitions officielles, hein, qui sont relayées d'ailleurs par les sociétés. J'en profite notamment pour la Société française de soins de support, en tout cas, qui édite beaucoup de choses. Supportive care, l'ensemble des soins de soutien nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements onco-hématologiques spécifiques. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans un cadre très large. Il y a une question souvent qui revient dans notre communauté, on va dire, c'est, mais au fond, jusqu'où on va? Ça englobe également le traitement des comorbidités associées, parce qu'au fond, on est dans une prise en charge globale, et la frontière, elle n'est pas toujours aussi nette que ça. Et finalement, pour nous, j'allais dire, c'est pour ça, peu importe, en tant que pharmacien, on ne morcelle pas, je veux dire, une prescription. Quand on fait une analyse globale pour essayer de voir s'il y a un problème d'interaction ou autre, on ne va pas se dire, moi je ne regarde que les soins de support, moi je ne regarde que les médicaments anticancéreux, moi je ne regarde que ça. Donc au fond, on est dans une approche globale et la même chose évidemment pour les médecins. Je veux dire, c'est une prise en charge globale et on ne morcelle pas les choses. Voilà, mais je voulais quand même revenir là-dessus. Et une fois de plus, l'objectif, en tout cas pour les pharmaciens, si on en vient au côté traitement, médicament, finalement, il est de deux. C'est optimiser
et se mettre dans les meilleures conditions pour un médicament donné qui donne sa pleine efficacité. Et en même temps, parce que là, ça serait paradoxal, c'est éviter le risque iatrogénique, parce que créer un risque iatrogénique, créer des problèmes quand on utilise un soin de support, ça serait vraiment problématique. Le deuxième point, et c'est vrai qu'il y a souvent un malentendu, quand on parle de soins de support, on a souvent tendance à penser à une maladie déjà assez avancée, alors qu'en réalité, c'est à toutes les étapes, hein, comme je l'ai dit, les soins de support sont proposés depuis le tout début de la prise en charge, le dispositif d'annonce, pendant, après les traitements, et puis jusqu'au stade, selon les personnes, selon les maladies, jusqu'à les phases éventuellement terminales, afin de proposer, et l'objectif, il reste le même de toute façon, qualité de vie optimale. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on peut avoir des situations extrêmement différentes, en tout cas, et avec des objectifs qui peuvent être assez différents, des objectifs thérapeutiques, des objectifs plutôt axés sur la qualité de vie et autres. Voilà, ça c'est 2 points sur lesquels je voulais revenir. On a beaucoup parlé des soins de support. Alors évidemment, on va dire que les pharmaciens sont plutôt impliqués sur la partie médicaments, qui est une partie des soins de support, mais les soins de support, c'est évidemment, comme l'a souligné Jean-Philippe Panot, c'est beaucoup plus large, puisque ça prend en compte, et c'est pas exhaustif, hein, la fatigue, les problèmes de nutrition, soutien psychologique, vie sexuelle. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les pharmaciens ne sont impliqués que dans la partie médicaments. Moi, on sait qu'on a un certain nombre de collègues, et notamment de pharmaciens d'officine, qui s'impliquent également, en tant que tout simplement professionnels de santé, sur tous ces aspects-là non médicamenteux. Voilà. Alors, pour en revenir à quelque chose de plus, on va dire, technique, entre guillemets, médicaments, il y a les questions, effectivement, qui peuvent être un peu différentes, de complications des soins de support pour les complications de la maladie, pour les toxicités des traitements anticancéreux, la question plus spécifique, plus ponctuelle des prémédications, et puis des prises en charge des comorbidités. Finalement, vous voyez, ces quatre points, finalement, on peut agir, et je le rappelle, nécessité d'une prise en charge globale, et puis, une fois de plus, ça c'est un terme général qu'on peut retrouver partout, une approche multidisciplinaire, mais vraiment au sens large, indispensable. Alors, deux diapos, finalement, pour essayer de dérouler nos missions premières pharmaceutiques. Et là, j'axe surtout pour l'hôpital, au fond, qui est une petite partie dans le parcours patient, mais bon, qui nous concerne peut-être plus particulièrement ici. La question d'optimiser les protocoles. Alors, il ne s'agit pas que chacun fasse des choses un petit peu dans son coin. Il y a quand même beaucoup de choses à ce jour en termes de référentiels validés, existants. J'ai cité l'AFSOS, l'ESMO, soit national, international et autres. Mais après, on sait pertinemment que ces référentiels, ils peuvent être aussi personnalisés, individualisés, et donc on est dans des schémas posologiques adaptés et personnalisés, et c'est là qu'il est important que le pharmacien puisse également donner plus que son sentiment en fait, à un moment sa validation, parce que dès lors qu'on individualise, attention à pas non plus générer des problèmes de iatrogénique. Il y a la question extrêmement importante des voies d'administration, et au sens large, hein, par exemple un patient qui a problème de nutrition avec une sonde d'alimentation, par exemple, il y a le problème, qu'est-ce qu'on peut donner, que vous connaissez bien. La question des plans de prise. Les plans de prise mal adaptés, ça va jouer sur le problème de l'observance, de la non-compréhension du traitement, de la difficulté à prendre un traitement, et globalement également de la qualité de vie. Donc, prendre le temps de discuter des plans de prise, c'est important. Faciliter l'accès au traitement, c'est un vrai problème. On est dans des parcours de patients qui sont de plus en plus complexes, d'une certaine manière, finalement, et de plus en plus ambulatoires, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Et l'accès au traitement n'est pas si simple, paradoxalement, et ça ne concerne pas que pour les médicaments, les nouveaux médicaments, mais même les anciens médicaments. Je ne parlerai que tout simplement le problème des pénuries de médicaments, qu'un grand nombre de collègues vivent, qu'un grand nombre de patients, auxquels les patients sont confrontés, et on va dire qu'il est un vrai scandale sanitaire, pas que national, mais international. Et puis, éviter l'iatrogénie médicamenteuse. Alors ça, je veux dire, voilà, c'est dans le cœur de notre métier. Bon, je cite, c'est pas exhaustif, évidemment la question des interactions, des schémas posologiques adaptés, parce que, voilà, les patients sont de tous âges, on n'est pas qu'atteint quelquefois de cancer. On peut avoir, et de plus en plus avec l'âge,
des pathologies associées, des comorbidités. Donc il y a toute cette question. Tout l'intérêt aussi, je disais, sur les parcours qui sont de plus en plus complexes, finalement je vais parler par mots-clés, la conciliation médicamenteuse, hein, de s'assurer finalement qu'il n'y ait pas d'oubli, de perte. Plus il y a de professionnels, on va dire, c'est pas mal d'une certaine manière en termes de prise en charge globale, mais en même temps, ça complexifie le transfert d'informations, et donc à un moment, il est nécessaire de garantir cette continuité de traitement. Alors, à l'hôpital, on peut avoir des situations très différentes selon les étapes. Ça peut être un patient hospitalisé pour une complication, hospitalisé très ponctuellement pour une complication de la maladie, une toxicité d'un traitement, dans une démarche qui reste un objectif très curatif. Et puis, comme j'ai dit, il y a des phases beaucoup plus avancées de la maladie, phase palliative, où on peut être amené à manier des médicaments à très faible marge thérapeutique. Et là, on est dans des choses qui ne sont pas simples. Une fois de plus, l'objectif, il est surtout d'avoir un objectif clair et d'être toujours dans cette logique de rapport bénéfice-risque. J'ai donné quelques exemples qui posent problème, notamment dans les phases peut-être plus avancées, de médicaments à faible marge thérapeutique qui sont souvent utilisés dans des soins de support. La question des antalgiques opioïdes, des anxiolytiques sédatifs, des supplémentations hydroélectrolytiques, de tout le problème de la symptomatologie digestive. On est amené à utiliser des médicaments, je veux dire, très actifs, mais en même temps pas toujours évidents à manier, notamment dans ces situations très diverses. Et je disais, une des difficultés, c'est qu'on est amené à souvent sortir des sentiers battus, des indications standardisées, des indications d'AMM, et donc on est souvent des choses de type dose adaptée à l'évolution clinique, si besoin, et puis aussi, au-delà des médicaments, des surveillances, des bilans biologiques, qui sont adaptés aux besoins, voire aux raisonnables, hein, comme on dit quelquefois. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. J'ai donné un exemple, je ne sais pas pour y revenir, mais pour montrer l'intérêt aussi de protocoliser les choses. Bon, là, on est plutôt dans des stades très avancés de la maladie, où on est amené... C'est des lignes de médicaments, hein, c'est de la vraie vie, c'est des lignes quasiment de soins de support symptomatologique, avec des médicaments type midazolam qui sont... Alors, il y a des bases, on va dire, très standardisées, et puis après, il y a des individualisations par centre, et c'est nécessaire, je veux dire, d'avoir protocolisé ces choses-là, plutôt que d'improviser selon un interne, selon un senior, et donc il y a cette démarche, je veux dire, qui est en amont, d'essayer d'anticiper, et donc les outils informatiques peuvent nous aider un petit peu à protocoliser, et finalement à sécuriser les choses. Là, je donnais l'exemple du midazolam, avec des schémas qui sont souvent très complexes, et donc de prise en charge globale. Là, c'était un autre exemple où on peut intervenir, alors une fois de plus dans des phases quand même avancées de la maladie, avec des interactions qui peuvent exister. Et je disais, c'est quand même, ça serait dramatique de créer de l'iatrogénie, de créer des risques, alors qu'on est dans les soins de support avec des antalgiques et qui peuvent, notamment chez des patients très âgés, hein, là c'était une patiente, une femme de 86 ans, sur lequel on peut avoir réellement des interactions avec un impact clinique très fort en termes de morbidité. Alors, le autre point, c'est il faut prendre en compte sur ces aspects médicaments l'évolution du profil des patients. En deux mots, l'incidence du cancer augmente et augmente avec l'âge. Donc ça veut dire qu'on a également des patients de plus en plus âgés, ce qui veut dire qu'on a des patients de plus en plus fragilisés, avec statistiquement de plus en plus de comorbidités, des problèmes cardiovasculaires, diabète, respiratoires et autres qui se superposent, et donc polymédiqués. Et donc ça, effectivement, ça vient en plus, ça complique progressivement les choses d'un point de vue épidémiologique. Donc, une fois de plus, le véritable objectif, le défi, c'est une prise en charge qui intègre l'ensemble des traitements, y compris pour les comorbidités. Et ce qui est important, alors on le voit beaucoup en hospitalisation, c'est de ne pas déséquilibrer un traitement. Le patient est hospitalisé dans un service oncologique, mais de ne pas déséquilibrer un diabète, une pathologie respiratoire, d'insuffisance respiratoire ou toute autre pathologie, soit liée à la maladie, soit liée par une prise en charge qui est difficile, parce qu'effectivement, voilà, un oncologue n'est pas forcément le référent du diabète, n'est pas forcément le référent, donc ça nécessite des prises en charge globales. Et puis ce déséquilibre, en réalité, peut également compromettre, je veux dire, l'optimisation de la chimiothérapie, décaler un cycle de chimiothérapie, le choix d'un protocole, une dose optimale, voire générer finalement une perte de chance. Bon, ça je vais aller rapidement, c'était pour montrer finalement qu'on est sur des choses assez basiques, quelquefois, quand on regarde l'iatrogénie et nos interventions, vous voyez,
travail qu'on a fait sur quelques mois, et finalement les médicaments qui posaient le plus problème de manière très objective, en termes sans ambiguïté, c'est des antalgiques comme le paracétamol, le problème de la supplément potassique, les IPP, des antiémétiques. Bon, voilà, c'était pour justement un petit peu illustrer. Autre exemple, pour montrer qu'il y a des référentiels extrêmement utiles et importants, c'est l'AFSOS avait fait quelque chose sur diabète et cancer qui est extrêmement complet, extrêmement exhaustif et qui finalement montre une situation qui est relativement fréquente. Alors, pour terminer, oui, je vais enchaîner. Alors, l'hospitalisation, c'est une chose, mais bien sûr, c'est un peu la transition avec la ville et l'ambulatoire. La majorité, finalement, des patients sont en hôpital de jour, en consultation, en hôpital. Et là, tous les points d'impact, quand on regarde la grande majorité il y a beaucoup de travaux quand on regarde les posters, sur tous les exemples d'interventions pharmaceutiques que vous avez générés, créés. Il n'y a pas forcément un système idéal unique, il y a probablement des systèmes, des organisations qui dépendent des centres plus ou moins optimales. Voilà. Et puis, pour terminer, une slide sur quand on est vraiment en ville, finalement, votre premier interlocuteur en termes de pharmacien, c'est le pharmacien d'officine, qui a, entre autres, comme mérite d'avoir un accès simple et privilégié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous. Alors, le contexte, c'est le virage ambulatoire avec les thérapies ciblées. Il y a des difficultés en jeu de formation, de bonne compréhension. Il y a la question de l'automédication, où il faut avoir un discours très clair, pas extrémiste en disant non jamais oui à tout, mais je veux dire, il y a des choses qui peuvent se faire, des choses qui peuvent être plus difficiles, des médecines complémentaires. Les difficultés rencontrées tout simplement avec une ordonnance en situation palliative, où on l'a vécu sur le cas des antalgiques, des opioïdes, quand on utilise des opioïdes de type méthadone et autres, où c'est pas simple. Et puis, où trouver l'information? Il y a de plus en plus de supports. Alors, on va parler des fiches Oncolien. Et pour terminer, comment progresser? Une fois de plus, formation. Oui, bien sûr, la formation est nécessaire. Les pharmaciens d'officine sont motivés, mais revendiquent un véritable besoin de formation pratique adaptée, de connaître des sources d'informations validées. La formation, il faut la faire aussi de manière adaptée. Alors, le lien ville-hôpital, oui, ça, c'est une vraie difficulté de communication, parce que c'est pas tout de dire on a envie de communiquer, mais après, on se heurte aussi à des difficultés pratiques. Les courriers de liaison, alors on peut dire que ça peut être le rôle facilitateur du pharmacien en oncologie à l'hôpital, et puis les systèmes de plus en plus de partage d'informations, DP, DMP et autres. Voilà. Tout ça pour dire que de nouveaux patients, et puis je termine avec évidemment, on peut considérer qu'à ce jour, le dialogue reste encore assez mince, assez maigre, et il doit être amplifié entre pharmaciens et associations de patients. Voilà, c'est ma transition pour vous laisser la parole. Merci beaucoup, Christophe. Alors, comme Jean-Philippe l'a montré, effectivement, les associations de patients, elles ont effectivement un rôle primordial dans ces soins de support. Vous êtes même, je pourrais même dire, à l'origine, à l'initiative un petit peu de la création de ces soins de support. Donc, vous représentez deux associations. Vous pourriez nous expliquer un petit peu votre rôle, comment vous êtes en relation avec les centres. Bonjour, donc je suis Laure Guérou-Acola, je suis donc la fondatrice de l'association Patients en réseau. Notre projet, c'est de proposer en fait des réseaux sociaux qui sont accessibles donc n'importe quand, à n'importe quelle étape de la maladie et surtout de n'importe où, et qui existent aujourd'hui donc dans le cancer du sein avec mon réseau cancer du sein depuis 2014, depuis 2017 mon réseau cancer du poumon et plus récemment depuis le printemps 2019 dans les cancers gynécologiques. Dans ces réseaux, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Finalement, on cherche à accompagner la personne dans son quotidien face à la maladie, parce qu'évidemment, on n'a pas prévu de tomber malade. Et finalement, ne serait-ce que le mot soin de support, par exemple, on ne le connaît pas forcément, ou on en a des idées reçues. Donc l'idée, c'est qu'à travers ces échanges entre personnes concernées, on va partager de l'expérience patient, se rassurer, mieux comprendre ce qui nous attend, mais on va aussi faire circuler de l'information
pour faire connaître un certain nombre de choses, soit autour de la maladie, des traitements, soit autour du vivre avec, et notamment les soins de support. Ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'on tombe malade, on va éventuellement, lors de cette période de l'annonce, nous proposer un certain nombre de choses, mais ce n'est pas forcément au début du traitement qu'on va avoir le plus besoin de ces soins de support. Et donc c'est aussi important que le dialogue il reste sur ce sujet, parce que parfois, en fait, on va être dans la chirurgie, la chimio, les rayons, on va être bien entouré par son équipe, mais ça peut être au moment, par exemple, des traitements plus à distance, comme l'hormonothérapie dans le cancer du sein, où il va y avoir plutôt un décrochage, un sentiment d'isolement, mais aussi plein de symptômes liés à la fin des traitements lourds, la mise en route de cette hormonothérapie. Et on voit bien que c'est très compliqué, à la fois pour les soignants, du centre spécialisé et de ville qui nous délivre, donc le pharmacien d'officine par exemple, il voit bien qu'on est déprimé, qu'on a des bouffées de chaleur, qu'on ne veut pas le prendre, qu'on a du mal, qu'on a des douleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant de garder l'idée que ce n'est pas que à l'annonce qu'il faut parler des soins de support, mais probablement à différents moments, et qu'ensemble avec les associations et les différents parcours de soins, on puisse dire, attention, là c'est un point sensible, c'est important de refaire peut-être un bilan à la sortie des traitements, par exemple, ça commence à se faire, une consultation d'évaluation de soins de support à la fin des traitements les plus lourds. Il y a aussi des projets de ce qu'on appelle, notamment à la pitié, des cafés du rétablissement. Donc s'intéresser à dire, il ne suffit pas de guérir la maladie, il faut accompagner la personne pour qu'elle reparte de l'avant sur les différents champs qui sont bouleversés par la maladie, qui ne sont pas que mon corps, c'est toute ma vie sociale, professionnelle, etc. Et puis, évidemment, il y a aussi les patients qui vont avoir des maladies chroniques. Donc, le cancer est métastasé. On va pouvoir le contrôler maintenant, souvent assez longtemps, et avec plusieurs phases de traitement, avec une bonne qualité de vie. Mais là, il y a quand même des choses à voir. C'est que c'est une image de la maladie qui n'a rien à voir, des besoins en soins de support qui sont différents. Et souvent, là, il y a une rupture de proposition. Il y a très peu de choses qui sont proposées pour les malades métastatiques. Et en plus, ces patients sont suivis et traités souvent avec des formes orales. Donc là, c'est complexe en termes de conciliation, de compétences en officine pour nous accompagner, de délivrance, etc., parce que les molécules sont de plus en plus pointues. Mais il y a aussi un déficit majeur de propositions en ville de soins de support. Et c'est finalement ces personnes les plus avancées dans la maladie qui en bénéficient le moins. C'est qu'elles vont en rebénéficier quand elles vont aller vers les soins palliatifs. Mais quand je suis à domicile avec mon comprimé, c'est moi qui me dis mon go chimio à moi toute seule, et c'est pas si simple. L'autre chose qu'on a pu observer en ouvrant en fait notre proposition de réseau sur d'autres maladies comme le cancer du poumon, c'est que même dans des centres où on se dit on a fait des progrès, on a des belles propositions, parfois pour des raisons de financement, les propositions de soins de support ils sont réservées à un type de patient. Et donc, on avait une patiente de mon réseau cancer du poumon qui nous disait, moi, en chimio, je voyais la socio-esthéticienne passer, qui pouvait faire des manucures, des soins à la dame qui avait un cancer du sein. Puis moi, j'ai levé le doigt et disais, j'aimerais bien aussi, moi aussi, j'ai une chimio. Et on dit, non, c'est que pour les cancers du sein. C'est hyper violent. Mais donc, ça répond aussi à cette réalité que vous disiez bien, professeur Spano, qu'il faut que ces soins de support y bénéficient à tous. Dans la vraie vie, ça n'est absolument pas le cas. À la fois en termes de propositions, notamment les patients qui ont un cancer du poumon sont, j'allais dire par essence, beaucoup plus culpabilisés sur leur maladie, même si on s'en défend. Et finalement, on leur propose beaucoup moins de choses. Alors qu'ils ont souvent des maladies avancées d'emblée, avec des traitements qui font que ça ne se voit pas tant que ça, ils ne perdent pas leurs cheveux, etc. Et qu'est-ce que je fais comme gymnastique? Qu'est-ce que je fais pour mieux m'alimenter? Qu'est-ce que je fais pour tout ça? Il y a très peu de réponses à ce jour pour ces patients. Il y a des patientes, par exemple, qui ont des cancers de l'ovaire, qui vous disent, oui, la gym qui est prévue, elle est toujours pensée pour la douleur de l'épaule, la mobilité du bras. Voilà, elle est pensée cancer du sein dans beaucoup de centres. Moi, quand j'ai une grosse chirurgie au niveau gynécologique, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mes douleurs, elles sont autres. Je me pose d'autres types de questions. Donc, en fait, il y a vraiment cette réflexion à faire, un peu par parcours, par type et pour ne pas oublier finalement l'éventail des besoins, des différents temps de propositions à faire. Et puis, donc, juste pour finir sur le côté plus pharmaceutique, on s'implique aussi sur ce virage ambulatoire, notamment avec le projet AcoAdom, qui s'appuie justement sur l'idée de dire il faut coordonner, il faut donner l'information aux pharmaciens d'officine avant que j'arrive.
C'est juste essentiel pour que le pharmacien d'officine il ait le temps d'être au courant de c'est quoi cette nouvelle molécule que je ne connais pas et que j'ai l'impression d'être accompagné par un professionnel compétent plutôt que de sentir quelqu'un qui est un peu déboussolé parce qu'au début, il ne sait pas. Donc il faut vraiment tisser ce lien pour la conscience. Et puis l'autre chose qui vient en direct de la session publique de l'AFSOS à laquelle je participais la semaine dernière, c'est que l'EDP, je ne sais pas ce que c'est, moi le patient forcément au départ, le DMP pas forcément, et surtout je n'ai absolument pas l'idée qu'il n'y a pas de connexion entre les données. Moi je prends la même carte vitale pour aller à l'officine depuis toujours et quand je vais en soins. On n'imagine pas que vous n'avez pas l'information sur nos traitements. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'accidents ou de méconnaissance des traitements entre la ville et l'hôpital. Et je pense que ça, il ne faut pas oublier de le redire. On n'imagine pas que ça ne circule pas. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que le rôle du pharmacien est très important comme pour vous accompagner, parce qu'effectivement, on a des médicaments qui sont prescrits à l'hôpital et ensuite dispensés en ville. Donc, le rôle du pharmacien est très, très important là-dessus. Et je rajouterais aussi, peut-être pour compléter ce que disait Christophe, je crois aussi qu'on a un grand rôle au niveau de l'accompagnement de la phytothérapie. Vous êtes tout ce qui est soins complémentaires, phytothérapie, et je pense qu'on peut vous aider sur sécuriser un circuit, d'où vient cette phytothérapie, le problème des interactions médicamenteuses. Tout ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et je voulais, compléter sur effectivement cette problématique des inégalités aujourd'hui. Finalement, on a des inégalités à la fois entre les établissements, puisque certains ont beaucoup de soins de support, d'autres n'ont rien. Il y a des inégalités en fonction des pathologies, vous l'avez bien dit. Et puis, je dirais même qu'il y a des inégalités même en fonction des sexes, parce qu'on a l'impression que la population féminine est souvent surreprésentée dans les associations de patients, les soins de support. Et donc, il va y avoir une réflexion là-dessus. Madame Savariou, vous voulez rajouter ? Oui, alors on va en effet compléter tout ça. Nous, chez Life is Rose, donc je suis la fondatrice et la présidente de cette association, nous accompagnons depuis 2012 des familles, donc des hommes, des femmes, des enfants, qui sont en situation de précarité sociale à cause du cancer. Alors le mot précarité est un mot pas très joli, que j'aime pas trop, mais pour autant il n'y en a pas d'autre dans le dictionnaire pour l'instant, peut-être on va l'inventer. La précarité, c'est pas le SDF du coin de la rue. La précarité, c'est ce qui touche malheureusement un patient sur deux qui est touché par un cancer. Donc le problème du cancer, c'est qu'en effet, quand on est chauve, qu'on n'a plus d'ongles et que l'on va pas bien, on se dit « Ah là, cette personne, elle est en difficulté ». Malheureusement, il n'y a pas que ça dans le cancer. Les soins de bien-être, Jean-Philippe en a très bien parlé, ils sont indispensables. L'échange entre les patients, il est indispensable. Le lien entre les soignants, les patients et les pharmaciens que vous êtes, il est indispensable. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a une famille sur deux qui n'arrive plus à acheter à manger, qui n'arrive plus à payer son loyer, qui n'arrive plus à payer ses factures, pas parce qu'elle n'a pas envie, juste parce que le cancer a débarqué dans leur vie. Alors c'est quelque chose qui paraît un peu surprenant quand on l'entend pour la première fois, parce que beaucoup l'ignorent, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Je l'ai moi-même vécu, et c'est pour ça que j'ai créé cette association, parce que j'étais notaire, et il y a à peu près 12 ans de ça, je suis intervenue dans cette salle, dans un congrès de notaires, où on m'a applaudi, n'est-ce pas, parce que ce que j'avais dit devait être intéressant, a priori. Quelques années plus tard, quand je me suis accumulé 2 cancers, eh bien là, je devenais beaucoup moins intéressante parce que forcément, j'étais un peu moins efficace au quotidien, ce qui paraît assez évident, même si j'ai essayé de continuer à bosser en faisant un tout petit peu la maline, en me disant que ça devait fonctionner. Je me suis rendu compte que malheureusement, dès qu'on est dans cette société un tout petit peu moins présent, un tout petit peu moins efficace, qu'on rapporte un tout petit peu moins d'argent, eh bien d'un seul coup, on devient la bête noire. Et on devient la bête noire, pas uniquement parce qu'on avait un poste en vue, mais parce que parfois on va mettre son entreprise en difficulté, parce qu'on ne va pas être disponible, parce qu'on va être fatigué, parce qu'on va être moins présent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux laboratoires, grâce aux scientifiques, grâce aux médecins, et grâce à tous ces partenariats, la science avance. Malheureusement, la société, elle recule. Et elle recule de plus en plus. Ça paraît complètement aberrant au XXIe siècle de se dire que Madame Michu, qui a un cancer du sein, on lui fait les ongles, on lui papouille la poire. Par contre, Madame Machin à côté, qui elle a un cancer du poumon, ou Monsieur Bistruc, qui a un cancer de la prostate, on va lui dire « Ah ben non, vous démerdez-vous, vous n'y avez pas accès ». On se dit « Mais c'est pas possible. Comment est-ce possible au XXIe siècle qu'on en soit encore là ?» Et pour autant, alors ça nous crache au visage
quand on est en salle de chimio, en HDJ, parce que ça non plus, ils ne savent pas ce que ça veut dire, les patients, hein, l'HDJ. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on utilise, pensant que le patient sait. Le patient, il ne sait pas. Il ne sait pas. D'abord parce qu'on n'a pas reçu un courrier recommandé 6 mois avant pour vous prévenir que vous aviez un cancer, en vous donnant tous les petits mots que vous allez avoir à intégrer le jour où on vous annonce ça. Alors quand on nous l'annonce encore en session d'annonce, c'est bien. Moi, je l'ai appris par téléphone, à l'âge de 34 ans. J'étais au volant, j'ai eu du cul, j'aurais pu me tuer en voiture. Non, bon, je me suis garée, je me suis dit, mais elle se trompe, c'est pas possible, c'est pas moi, pourquoi elle m'appelle à moi? Donc, au final, on se rend compte qu'on a encore de la marge de progrès, et c'est tant mieux, parce qu'autrement, ça ne servirait pas à grand-chose qu'on en parle. Donc, ça veut dire qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux parce qu'on va tous travailler ensemble. Et en effet, quand on explique qu'il y a certains traitements qui vont être prescrits par vos soins en centre hospitalier et qui vont être pris en ville, qui vont amener des personnes à être extrêmement fatiguées, à parfois avoir des effets secondaires qu'on n'imagine même pas, qu'on ne soupçonne pas, on va se retrouver avec ces personnes qui vont avoir des cheveux. Moi, quand on voit ma tête de caniche effrayée, on a du mal à imaginer que j'ai eu de cancer. Et pour autant, c'est la vérité. Et pour autant, ces médicaments, il va falloir les prendre au quotidien. Et on va être seul pour les prendre. Donc en effet, le lien entre l'hôpital et la ville, il est primordial. Et en effet, le panorama aussi des associations de patients évolue. Évolue parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'emparent de sujets dont on ne parlait pas. On n'en est plus juste à parler uniquement des soins de bien-être et de confort. On en est aujourd'hui à parler de soins de support qui permettent à des gens de manger, de garder un toit. Donc, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, on tient, nous, bénévolement, à l'association 2 commissions sociales par semaine, et nous sommes tous bénévoles, moi y compris, on lève des fonds, comme tu le fais toi, Jean-Philippe, pour permettre à tes patients d'avoir un petit peu de bien-être au quotidien. Nous, on fait ça toute l'année, bénévolement, pour permettre à des gens dans toute la France de manger et de garder un toit. Je peux vous assurer qu'il y a des fois, on a envie de hurler. On a envie de hurler quand on découvre qu'une infirmière de l'Institut Bergonié dort dans sa voiture parce qu'elle a un cancer et qu'elle se retrouve à demi-traitement et qu'elle a perdu son logement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors le cancer, ce n'est plus que la maladie de mamie, c'est la maladie de beaucoup de personnes qui sont actives, qui sont des hommes, qui sont des femmes, qui sont des enfants, dans des familles qui se retrouvent en situation de graves difficultés. Et la totalité des personnes qui interviennent dans le monde de l'oncologie ont un rôle à jouer. En tant que pharmacien, en tant que nous, association de patients, en tant que, bien sûr, professeurs, médecins, infirmières, toutes ces personnes, en effet, ont un vrai rôle de changement à opérer aujourd'hui parce qu'on ne peut plus parler du cancer comme on en parlait il y a 20 ans. Aujourd'hui, le cancer, c'est 3 millions de Français. À peu près moitié passif, à peu près moitié actif. On ne peut plus parler de quelque chose qui touche une frange de la population. C'est une véritable maladie sociétale qui engendre des conséquences dont on ne parle pas assez. Et aujourd'hui, c'est vrai que 2/3 de cette population touchée par le cancer se voit, à un moment donné, en grave difficulté. Pour anticiper ces graves difficultés, évidemment, le travail que nous faisons avec l'association de concert avec les travailleurs sociaux de toute la France ne suffit pas. Parce que souvent, on arrive trop tard. On arrive quand la famille n'a plus de quoi manger, n'a plus de quoi se loger, ne peut plus payer ses factures. Et pour autant, on aurait pu peut-être l'anticiper. Donc la prise en charge globale dont vous parliez, elle est primordiale. Et elle ne peut se faire que de concert, en travaillant tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous et merci effectivement à tout le travail de ces associations de patients. On a vraiment, vraiment besoin de vous. On a peut-être le temps pour une question. Bonjour, moi je voudrais juste intervenir parce que je travaille au Centre anticancéreux de Marseille. Nous avons depuis des années été peut-être un peu, je dirais sans ambition, un peu précurseurs justement pour ces associations de patients, pour soutenir la qualité de vie du patient. D'ailleurs, dans le premier plan cancer en 2005,
Nous avons été un peu établissement pilote en France, justement parce qu'on avait fait ces associations de patients et des patients qui témoignaient avec d'autres patients. Donc c'est pour vous dire que dans notre hôpital, on y songe et on est conscient de tous ces problèmes depuis longtemps, aussi bien de ce que vous avez dit pour les patients et vous-même dans votre côté social. Mais il me semble qu'on essaye de faire un maximum avec nos moyens, nos possibilités. Par exemple, comme tout à l'heure vous avez évoqué, M. Spanol, l'art-thérapie, le sport, le service social, notre service psychologie, la sophrologie, enfin, et j'en passe. Nous avons esthéticienne, coiffeuse. Mais le problème, c'est que, par exemple, moi je suis cosméto-vigilant aussi, hein, donc quand je vois l'esthéticienne, je fais des points avec elle, etc. Mais elle n'arrive pas à faire tous les patients parce qu'elle n'est pas là tout le temps. Elle est là 2 jours par semaine, 3 jours. Mais qui va payer une autre esthéticienne, une autre coiffeuse pour couvrir tous les patients? On voudrait le faire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas, peut-être nous aussi, les moyens financiers pour assurer tout ça. Alors le cas que vous avez cité est dramatique, entre un sein et un poumon, c'est monstrueux, je dirais. Mais peut-être que dans cet hôpital, on a dit on fait le sein parce qu'il y a beaucoup de femmes touchées par le sein. Et bon, on est obligé, c'est pas bien ce qui se passe, bien sûr, mais comment faire? Il faut avoir des subventions, il faut payer du personnel. On n'a pas des bénévoles forcément. Et je pense que ça pêche aussi de ce côté-là. On voudrait, mais on n'a pas forcément les moyens. Merci. Effectivement, c'est un point très important que j'ai essayé d'évoquer, hein, cette notion de moyens qui pourrait en effet régler le problème d'une inégalité, comme vous le rappeliez, au niveau du territoire. Ce qui nous manque aujourd'hui aussi, c'est l'évaluation aussi de ces pratiques. En termes de sport et cancer, il y a des publications. Et le jour où on arrivera aussi à avoir une évaluation, je dirais, tu le disais, Nathalie, scientifique, peut-être, ça permettra d'appuyer au niveau de nos instances, au niveau de nos tutelles, au niveau du ministère, pour qu'un jour, puisqu'on parle de prise en charge globale de ces soins, on dit aujourd'hui qu'ils font partie de la prise en charge globale, mais ils ne sont pas financés, ils ne sont pas remboursés, appelons un chat un chat. Donc, alors Agnès, qui est ici témoin, le sait, quand on nous demande de faire des efforts, alors je vais être provocant, hein, parce que c'est bon, parce que c'est ma nature, comme toi, Nathan, quand on nous demande de faire des efforts ou de nous dire, par exemple, prescrivez plutôt des biosimilaires que le médicament Princeps, ben moi je dis que la différence à ce moment-là peut-être pour être investie. Voilà. Et en particulier pour pouvoir permettre à tous les centres en France cette différence sur laquelle on va faire des économies pour bien sûr une tolérance, une efficacité équivalente, et ben voilà, c'est peut-être une source pour pouvoir donner à tous les patients atteints de cancer, j'ai bien dit tous les patients atteints de cancer dans tous les centres, effectivement cette possibilité. Les soins socio-esthétiques, bien sûr ça coûte, on a des associations de bénévoles, mais ça coûte. Moi j'ai qu'une journée, 2 journées par semaine, j'aimerais bien en avoir 5 pour pouvoir couvrir l'ensemble des patients, mais tout ça, ça coûte. Et pas tout le monde peut trouver et lever des fonds. Vous êtes dans un magnifique institut, je sais que vous avez un directeur qui est très aidant, si vous êtes à l'Institut Paoli-Calmettes, oui, bravo, je sais que Patrice est très sensible à cela, mais malheureusement, pas tout le monde, en tant qu'oncologue médical ou radiothérapeute en France, peut se permettre d'offrir ces... Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, bien entendu. Donc il faut trouver des moyens financiers et surtout peut-être essayer d'évaluer scientifiquement, et je vous encourage avec vous, les pharmaciens, avec les associations de patients. Alors j'entendais à ma gauche les filles dire « Est-ce que les pharmaciens connaissent les associations de patients ?» Et ça c'est une question, parce que je ne suis pas sûr que même que tous les oncologues de France et de Navarre connaissent tous les noms des associations de patients, donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Mais vous avez entièrement raison, et si je peux me permettre de faire un complément de réponse en tant que patient, tu m'arrêtes Laure si tu n'es pas d'accord, mais je suis d'accord avec vous et vous avez raison. Alors nous aussi, Life is Rose, on travaille avec Paoli-Calmettes, hein, elle nous envoie des dossiers, les assistantes sociales, toutes les semaines quasiment, donc oui. Comme la totalité des instituts, comme les centres hospitaliers, comme les CCAS, comme les assistantes sociales de la sécurité sociale, ne vous étouffez pas, qui nous envoient à nous, associations caritatives, bénévoles, des demandes d'aide financière pour des patients dont on ne sait plus comment faire pour les sortir de la mouise dans laquelle ils sont.
on marche sur la tête. On est bien d'accord, mais pour autant, c'est comme ça que ça marche. Donc nous, quand on reçoit le dossier, on ne va pas dire, ben non, on ne les aide pas. Vous avez raison. Mais en même temps, si on est un tout petit peu provocateur en tant que patient et si on fait des constats, on fait les mêmes que vous. Mais l'idée, c'est qu'il faut le dire. C'est très important de le dire. Il ne faut surtout pas le prendre comme accusateur, pas du tout. Au contraire, l'idée, c'est de se dire que plus on constatera qu'il y a un manque, un vrai, et plus on sera en capacité de tenter de les combler. Parce que le problème, c'est que ça ne fait pas très longtemps qu'on le dit. Ça ne fait pas très longtemps qu'on donne la parole à des associations de patients, dans des congrès médicaux, dans des congrès de pharmaciens. Et merci Jean-Philippe, parce que tu es un précurseur sur le sujet, et ce n'était pas très courant. Donc vous avez raison, mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que justement, c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être contraint de terminer. Merci à tous. Merci au laboratoire Biogarant. Et nous allons poursuivre avec la remise des prix.